présentation bien documentée, n'est-ce pas? Donc maintenant, nous allons demander au docteur Jean-Luc Berlet, docteur en philosophe, de nous parler sur des valeurs universelles pour une paix durable. Docteur Berlet, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour à tous mes amis ici présents. Merci à la Fédération de m'avoir invité. Alors, j'ai intitulé une petite exposé des valeurs universelles pour une paix durable. Alors, effectivement, nous vivons une crise de l'universalisme en ce moment, puisque les droits humains, on ne dit plus les droits de l'homme, on dit les droits humains, parce qu'on intègre plus les femmes, et ça c'est très bien, même si les droits de l'homme, c'était aussi les droits de la femme, mais il valait mieux dire humain, on parle plus de droits humains. Il repose, pour moi, sur des valeurs fondamentales qu'on retrouve dans notre devise républicaine, qui a été évoquée, liberté, égalité, fraternité. Alors, liberté, je n'y touche pas, c'est sacré, bon, tout le monde veut la liberté, je pense que ça fait partie des valeurs universelles les plus fondamentales. Égalité, fraternité, c'est un peu plus ambigu. Bon, ce sont des beaux mots, égalité, fraternité, qui n'est pas pour l'égalité, qui n'est pas pour la fraternité. Mais je préfère justice au lieu d'égalité, je préfère amour plutôt que fraternité. Que fraternité, déjà, on sent qu'on exclut un peu les femmes. Bon, on pourrait dire sororité, le mot existe, on l'utilise rarement. Voilà, bon, on est à l'ère des femmes, je crois que c'est important. Et puis justice, c'est quand même plus fondamental que égalité, parce que l'égalité, ça peut être un peu ambigu. Qu'est-ce que ça veut dire? Au nom de l'égalité, les communistes ont massacré beaucoup de gens. Vous connaissez peut-être cette légende, le complexe de Procuste. Procuste était un brigand grec qui voulait l'égalité, donc chaque fois qu'il tuait quelqu'un, c'était un tueur aussi, il coupait les pieds de ceux qui étaient trop grands, pour que tout le monde ait la même taille. Rajouter du morbide à du morbide, on va dire. Bon. Donc l'égalité à tout prix, c'est pas une solution. Il y a des différences, la nature a des différences, donc plutôt la justice. La justice, l'équité, aussi c'est un beau mot, le commerce équitable, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais qui est une belle démarche. L'équité, c'est mieux que l'égalité, parce que l'égalité, c'est réducteur, ça peut être totalitaire. Et évidemment l'amour, qui va au-delà de la simple fraternité, qui intègre bon, l'amour du prochain, bien sûr, mais aussi l'amour de la nature, l'environnement. C'est un mot plus vaste. Alors c'est vrai que c'est un mot qui a beaucoup de sens, mais je voudrais l'assumer, ce mot. Donc des valeurs universelles, ça serait effectivement, comme on dit, le bien, la recherche du bien, on a beaucoup parlé d'altruisme ce matin, la recherche du vrai, la vérité. Il doit y avoir, alors c'est vrai que c'est une valeur qui peut être dangereuse si elle est mal manipulée, mais il y a quand même certainement une vérité. Peut-être que nous les hommes, on ne peut pas la connaître, on peut avoir que des parcelles de vérité. C'est pour ça qu'on a besoin de toutes les religions, de toutes les philosophies, de toutes les spiritualités. Chacune a certainement une parcelle de vérité. Mais le fait qu'on ne connaisse pas la vérité et que peut-être on ne puisse pas la connaître complètement, ça c'est une autre question, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vérité détenue par Dieu. Dieu est la vérité, ne faisant qu'un, en quelque sorte. Et la beauté aussi, une valeur importante, la beauté, l'art, la beauté, tout simplement, la beauté du geste, la beauté esthétique. Ça améliore le quotidien. Tous les psychologues aujourd'hui reconnaissent qu'un bel environnement rend les gens meilleurs. Si vous vivez dans de beaux endroits, vous allez avoir plus le sourire, ça va rendre les gens meilleurs. Donc l'architecture peut aussi, l'architecture, l'art, l'esthétique, contribuent aussi à un monde meilleur, il me semble. Alors je voudrais synthétiser, puisque je sais que le temps est assez compté, mes idées avec 3 domaines, ce que j'appellerais l'amour de soi, premier domaine, l'amour du prochain, deuxième domaine, et l'amour du monde, troisième domaine. Ce qu'on pourrait appeler, dans un sens plus religieux, les 3 bénédictions, dont on parle dans la Genèse, quand Dieu dit à Adam et Ève, croissez, multipliez, remplissez et dominez la terre, on a ce qu'on appelle les 3 bénédictions, c'est-à-dire croissez, c'est une croissance spirituelle, devenez de bonnes personnes, c'est ce que j'appelle moi l'amour de soi, être bien dans sa peau, comme on dit. Je rejoins un peu ce qu'avait dit Sabine tout à l'heure sur l'énergie positive qu'on a en nous qui va en fait rayonner sur les autres. Il est évident que quelqu'un qui s'aime, d'ailleurs le Christ donnera ce très beau commandement, aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire qu'il ne faut pas s'oublier soi-même. D'ailleurs, certains reprocheront au Christ, les pharisiens notamment, de trop s'aimer, enfin de réclamer l'amour. Le Christ dira aux personnes qu'il aime, comme cette femme qu'on identifie à Marie-Madeleine, qui se prosterne à ses pieds, qui montre qu'elle l'aime,
Jésus dira, cette femme va être sauvée, sa foi l'a sauvée. Simon le pharisien est un peu choqué, il se dit, qu'est-ce que c'est que ça, cette femme qui montre son amour, un amour peut-être charnel d'ailleurs aussi, et Jésus n'a rien contre, il faut l'aimer. Donc effectivement, on pourrait se dire, pour ceux qui ne comprennent pas, ceux qui l'ont persécuté, et vers cet homme, pour qui il se prend. Voilà, pour qui il se prend. En réalité, nous devons être fiers de nous-mêmes, fiers de ce qu'on fait. C'est ça le vrai amour de soi. Rousseau l'a très bien montré. Rousseau a fait la différence entre l'amour propre, qui donnera l'égoïsme, qui donnera l'arrogance, et le vrai amour de soi, c'est-à-dire savoir, quand on s'aime, on sait aussi quels sont nos points faibles, mais on va se pardonner, on pardonnera plus facilement aux autres si on sait se pardonner ses erreurs avec le regard des autres. Donc c'est une unité entre son esprit et son corps. Quelqu'un, on a parlé beaucoup des terroristes, quelqu'un qui est malheureux dans son éducation, qui n'est pas aimé par ses parents, ou mal aimé par ses parents, qui n'a plus de parents d'ailleurs, alors ça ne veut pas dire qu'il va forcément devenir terroriste, mais déjà sa vie est mal engagée, et il risque effectivement d'être manipulé, et de devenir quelqu'un de très dangereux, de tomber dans la haine. C'est la haine de soi conduit à la haine de l'autre. C'est toujours le même principe de la projection, que, encore une fois, la physique quantique a très bien montré. Deuxième grand principe, c'est l'amour du prochain, l'amour de l'autre. Donc c'est l'extension de l'amour de soi. L'autre est un alter ego. Le mot est important, l'autre doit être un alter ego. Les bouddhistes ont des méthodes très intéressantes pour nous apprendre à aimer l'autre, c'est compatir à la souffrance de l'autre, toujours se mettre à la place de l'autre. Savoir se mettre à la place de l'autre, même quand il peut avoir des attitudes agressives, se dire avant tout, le méchant c'est toujours un malheureux à la base, peut-être qu'il a eu un problème, essayer de le comprendre, de désamorcer la crise, de savoir se mettre à sa place. C'est le grand principe de la réciprocité, qui est le principe de toute morale. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Ou encore une autre parabole du Christ qui disait « Si tu n'as pas fait la paix avec ton frère, tu ne peux pas venir prier Dieu. Ça ne sert à rien. Dieu, il veut surtout qu'on s'aime les uns les autres, puisqu'il est le Dieu de l'amour. » Ça, c'est le grand principe donc de l'amour du prochain. Alors évidemment, ça intègre aussi les relations entre hommes et femmes, puisque l'autre par excellence pour l'homme, c'est la femme, l'autre pour la femme, c'est l'homme. C'est la différence des sexes, une égalité dans la différence, une complémentarité dans la différence, ce que d'ailleurs le taoïsme montre très très bien à travers le principe du yin et du yang, qui doivent s'harmoniser. C'est le grand principe universel de l'amour. Il faut le yin et le yang, il faut les mélanger. Il faut des assemblées mixtes, etc. Les garçons et les filles doivent apprendre à se connaître, à se respecter. Tout ça fait partie d'une éducation de l'amour aussi, il me semble. Et les grandes religions l'énoncent, mais peut-être que là, ce sont les religions asiatiques qui ont les choses les plus avancées, comme le taoïsme notamment, repris par le grand psychanalyste suisse Carl Gustav Jung, qui parlait de l'anima et l'animus. Chaque homme a en lui un inconscient féminin, chaque femme a un inconscient masculin qu'on recherche dans la vie. Ça peut donner d'ailleurs le coup de foudre, mais le coup de foudre peut être dangereux, il faut construire quelque chose aussi. L'amour à deux se construit. En gros, c'est aussi l'idéal du couple qui est important dans notre fédération. La paix arrivera par des individus épanouis, comme l'a rappelé Sabine Leblanc dans son exposé, mais aussi par des couples épanouis. Et enfin, troisième domaine, c'est le domaine de l'amour du monde. L'amour du monde, c'est l'amour de l'humanité, mais c'est aussi l'amour de la nature, l'amour de la création, l'amour de la planète. Nous sommes effectivement au dernier jour de la COP 21. On annonce des avancées, certains diront pas suffisantes, mais c'est mieux que rien, il y a un progrès par rapport. En tout cas, il y a une conscience qui est en train d'émerger de plus en plus, notamment dans les jeunes générations, une conscience écologique. Effectivement, si notre environnement, si la planète est malade, nous allons être malades. Et nous risquons même gros pour notre avenir. Certains peut-être des discours volontairement exagérés parlant d'apocalypse, mais il faut peut-être parfois tirer la sonnette d'alarme. En tout cas, on n'en sait rien. C'est vrai que la nature, si on commence à moins polluer, elle peut se régénérer beaucoup plus vite qu'on le croit parfois. Elle a des capacités, donc il ne faut pas tomber dans la panique, mais il faut être sérieux par rapport au problème de l'environnement. Moins polluer, apprendre à aimer la nature, la découvrir. Beaucoup de jeunes n'ont même pas l'occasion d'aller voir des animaux, parce que les exploitations sont de plus en plus industrielles. Tout simplement d'aller voir des animaux, on va les aimer, de faire des safaris, etc., d'organiser des choses, rencontre avec la nature, faire sortir effectivement les jeunes défavorisés de leur banlieue, de leur béton, pour voir la nature, aimer l'univers, aimer le cosmos. Donc c'est une dimension là, beaucoup plus ambitieuse,
mais c'est ce qu'on pourrait appeler la troisième bénédiction, la seconde étant celle du mariage. Multipliez-vous, faites des enfants, donc ça passe par le mariage, l'amour entre hommes et femmes. Et la troisième bénédiction, ça serait le fait d'être des co-créateurs de Dieu. Ça, c'est important aussi, parce que dans le fondamentalisme de toutes les religions, ça existe dans toutes les religions, le fanatisme, on part du principe que Dieu est tout, que l'homme n'est rien. Or, Dieu a besoin de l'homme. S'il est amour, il a choisi de créer l'homme comme un partenaire d'amour, en lui donnant une créativité. L'homme peut créer des choses nouvelles auxquelles Dieu n'a peut-être pas pensé, ou s'il a pensé, il a laissé l'homme faire pour qu'il puisse expérimenter sa liberté. Devenir donc un Dieu par participation. Alors là, c'est une dimension un peu mystique, effectivement, qu'on retrouve aussi dans toutes les religions. Ça donnera des personnes magnifiques, et je terminerai par un hommage à ces personnes magnifiques, comme Mère Teresa, qui a aidé les pauvres à Calcutta, Sœur Emmanuel, beaucoup d'autres, dans d'autres, Gandhi, il a été cité tout à l'heure, Nelson Mandela, Martin Luther King, et bon, j'en oublie évidemment, et même des laïcs, même Coluche des Restos du Cœur, c'était quand même remarquable, même sans avoir forcément la foi ou une vision religieuse, il y a des hommes de cœur, des femmes de cœur, qui pensent au monde, qui ont cette vision universelle, cette conscience cosmique, on pourrait dire, qui est nécessaire effectivement pour arriver à une paix durable. Parce que nous sommes tous ensemble dans le même bateau, dans le même navire, nous devons apprendre cette solidarité fondamentale. Nous n'avons hélas pas encore les moyens d'aller très loin, puisqu'on a découvert, ça sera ma conclusion un petit peu, on va dire, presque de science-fiction, mais qui commence à devenir réalité. Je me souviens l'année dernière, à une époque, il y a eu la sortie de ce très beau film Interstellar. Je vous recommande ce film parce que c'est une très belle fable. En même temps, c'est un film sur la survie de l'humanité future, avec les moyens technologiques, etc. Mais aussi une très belle histoire d'amour, un père et sa fille. Enfin, le film est magnifique. Il est à voir et à revoir. C'est un bel hymne à la paix, justement, à un monde meilleur. Mais évidemment, peut-être que les recherches scientifiques vont nous permettre un jour d'y arriver. Mais en attendant, nous n'avons que cette planète, donc nous devons en prendre soin à travers nos efforts, même personnels, individuels. L'océan est composé d'une infinité de gouttes d'eau. Alors, voilà, je termine, donc je donne la parole pour terminer, puisque je suis dans les temps, juste, à Victor Hugo, qui a dit une très très belle phrase, qui résume toute ma pensée du moment. Vous voulez la paix, créez l'amour. Chers ambassadeurs de paix, bonjour encore, j'espère que vous avez eu un bon repas et bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois pour cette session d'après-midi. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Nous avons donc une session cet après-midi au thème d'une société globale, une communauté humaine. Nos sociétés deviennent irréversiblement multiculturelles, multireligieuses. Nous évoluons bon gré mal gré vers la formation d'une seule communauté mondiale. Aucune force ne s'y opposera durablement, mais quelle vision, quelles valeurs nous permettront d'intégrer ces différences, de dépasser les ignorances, de surmonter les réticences et d'éviter les conflits. Je voudrais, avant d'introduire notre premier intervenant, vous donner quelques petites informations d'abord sur les initiatives de paix que la Fédération pour la paix organise dans le monde. Je vous l'ai dit, pour ceux qui ne nous connaissent pas très bien, la Fédération pour la paix est une organisation qui est installée dans le monde entier, qui est active dans plus de 100, 120, 140 pays, je pense, actuellement, à différents niveaux d'activité, bien entendu. Nous sommes affiliés à l'ECOSOC des Nations Unies et nous sommes actifs dans beaucoup de domaines liés aux questions de dialogue interreligieux, la paix, la sécurité, la question de la famille, l'éducation du caractère, etc. Et donc nos activités sont vraiment multiformes. Et dans certaines régions du monde, nous avons un accent particulier parce que ce sont des endroits de conflit, des endroits où nous pensons qu'il est très important d'intervenir. Par exemple, en Corée, notre fondateur étant coréen, nous avons beaucoup travaillé et nous continuons à nous investir pour la réunification de la Corée du Sud, de la Corée du Nord, de beaucoup de façons différentes, à travers des projets parfois humanitaires, à travers des projets économiques,
à travers des rencontres politiques, etc. Un autre endroit où nous sommes actifs régulièrement, avec beaucoup d'activités, c'est le Moyen-Orient, puisque c'est un endroit, non seulement un endroit où il y a beaucoup de conflits qui ont une dimension mondiale, mais parce qu'aussi il y a des racines très profondes. Or, les religions ont des racines, les grandes religions monothéistes ont des racines profondes là-bas, et nous cherchons à travailler un peu dans le sens que j'ai partagé ce matin, pour essayer de conjuguer un effort de la part des personnalités religieuses et des personnalités politiques. Depuis plus de 10 ans, nous avons développé énormément d'activités au Moyen-Orient. Nous avons régulièrement différentes formes d'activités. Nous avions récemment, d'ailleurs, il y a quelques jours à peine, un colloque qui vient de se terminer où nous avions envoyé un représentant, un rabbin de France, rabbin habitant, qui est du sud de la France. Plusieurs Européens étaient partis. C'était d'ailleurs un colloque autour d'un député israélien qui a participé au sommet de notre organisation au mois d'août en Corée et qui fait une nouvelle proposition de paix qui a donc été discutée, qui sera reprise dans différents pays. Donc nous avons ce genre d'activité dans le Moyen-Orient, on appelle ça le MEPI, Middle East Peace Initiative, ça revient souvent dans nos activités. Un endroit où nous avons été très actifs, et je peux dire à bon titre, en faisant la différence, c'était au Népal, en Asie du Sud-Est, au Népal particulièrement. Notre organisation a joué un rôle assez important pour aider à la transition du régime monarchique vers le régime démocratique. Vous savez, il y a quelques années de cela, il y avait eu beaucoup de conflits, et le Népal était une monarchie qui finalement est devenue une démocratie à travers des luttes parfois sanglantes. Et notre organisation a joué un rôle assez important pour aider à une transition pacifique dans ce domaine au Népal, où nous sommes d'ailleurs très actifs dans beaucoup de niveaux. Alors pour aller plus vite, je vais parler un peu des Balkans, puisque notre intervenant, notre invité et ami Nano Rugin est des Balkans, et va parler des Balkans. Nous sommes aussi actifs, notre fondateur a visité les Balkans et inauguré ce qu'on appelle l'initiative de paix dans les Balkans, c'est-à-dire nos efforts de travail dans la région des Balkans depuis 10 ans déjà, il y a exactement 10 ans, en 2005. Et nous avons depuis lors organisé un certain nombre de réunions, des consultations à haut niveau, parfois avec des personnalités politiques. Nous avons organisé des réunions interreligieuses, un grand nombre d'activités, même avec des jeunes. Nous avons organisé souvent des programmes où des jeunes, vous savez que les Balkans sont une région multiethnique, multireligieuse, où il y a un certain nombre de conflits que tout le monde connaît. C'était les derniers conflits du XXe siècle en Europe. Et donc il y a quand même des blessures à guérir, et on a organisé pas mal de programmes avec des jeunes qui parfois venant donc de différentes régions ou pays en conflit, et qui, autour d'un projet humanitaire, de service dans une école, etc., apprennent à se connaître, à vivre ensemble, etc. Donc on a un certain nombre d'activités dans les Balkans, et il y a juste, même pas un mois, en fait il y a 3 semaines, à Tirana, en Albanie, nous avons eu une conférence assez importante, une conférence internationale, pour célébrer les 10 ans d'anniversaire de cette initiative de paix. Nous avions un bon nombre environ des intervenants de 12 pays, de 7 pays parmi les Balkans, et des personnalités assez intéressantes sont venues, notamment un ancien secrétaire général du Conseil de l'Europe, Dr Schwimmer, qui a parlé avec beaucoup de sagesse, avec son expérience justement dans les Balkans, et de Macédoine. On a eu aussi une professeure d'université, et Nano Rugin de venir, mais il n'a pas pu pour des raisons familiales. Donc c'était une conférence qui, je pense, était assez importante, qui nous permettra de relancer un peu nos activités dans cette région du monde. Donc c'est un peu ici en Europe, puisque par leur caractère multiethnique, multireligieux, en même temps c'est un peu comme une concentration des tensions qu'on voit aujourd'hui dans le monde. C'est quand même la région en Europe où l'islam, ça fait 500 ans ou plus, je pense que l'islam est installé, enfin, a contribué à la formation de l'Europe dans cette partie
de l'Europe, c'est quelque chose qui est quand même très unique. Et les Balkans ont une culture, en fait, aujourd'hui, ils sont un petit peu à l'écart, ils ne sont pas encore, enfin, certains des pays ne sont pas encore dans l'Union européenne, mais historiquement, il ne faut pas oublier, les Balkans ont joué un rôle très important dans la formation de l'Europe, dans la culture de l'Europe, etc. Donc, pour nous, c'est une région qui est très, très importante. Et alors, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui, je vais l'introduire brièvement, donc le professeur Nano Rougin, qui est de Macédoine, qui est notre ambassadeur de paix, qui nous connaît déjà depuis un certain temps, et qui est venu à Paris pour des raisons donc professionnelles. Et nous en avons profité pour l'inviter. Il est le doyen de la faculté des sciences politiques de l'université Fon, on prononce Fon, oui, à Skopje, donc en Macédoine. Il a aussi été ambassadeur de la Macédoine à l'OTAN. Il a en réalité une carrière très très... si vous lisiez son curriculum vitae, il a un très très long curriculum vitae, mais je m'arrêterai là. Et il est venu donc pour nous parler de la Macédoine et les défis d'une démocratie multiethnique. Je voudrais, joignez-vous à moi pour accueillir professeur Nano Rougin. Chers amis, merci. Donc, je suis des Balkans. Avant que je commence de vous parler, d'abord, veuillez recevoir mes salutations d'amitié, de la paix, bonne fête à la fin de l'année et aussi à ceux qui vont le fêter après 31 janvier. Mais permettez-moi d'abord de donner un petit cadeau de mémoire, d'amitié à la Fédération française de la paix. C'est plutôt Jacques et aussi Patrick avec lesquels j'ai de très bons contacts. Donc c'est une masque doré qui est retrouvée il y a plusieurs siècles. Bon, c'est la copie, ce n'est pas l'original. Mais elle est dorée. Celle-ci aussi, elle est dorée. Et c'est en nom de nous deux, donc l'ambassadeur de la paix, M. Janowski, qui est le maire de la communauté de Centre Skopje. Et moi, je suis professeur, ancien ambassadeur de l'OTAN. Bon, l'OTAN et le cosmopolitisme, ça ne va pas tellement, mais il y a des choses parce que j'étais pendant la guerre, pendant le crisis management, ce qu'on dit à l'OTAN, de la Macédoine. Voilà, donc je vous souhaite bon, une année et une année. Avec mon ami Nano, vous ne m'apprenez pas de mes 15 minutes. Ça va. Ok, c'est bon diplomate. Bon, les Balkans s'appelaient avant Homeus, puis avec l'arrivée des Turcs, les Balkans, ça signifie ancienne montagne, Stara Planina. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une mosaïque de peuples, des nations, des religions, mais aussi de tragédies, de génocides, de guerres multiethniques, entre les religieuses, etc., etc. Donc, il y a une tendance chez les scientifiques d'éviter même l'utilisation de noms Balkans. On parle Europe de Sud-Ouest. Et même les hommes politiques. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle aux mauvaises choses. Moi, je préfère les Balkans parce que je pense qu'il y a quelque chose d'original, parce que peut-être Nikola Tesla est né aux Balkans, celui qui nous a donné l'électricité, ou Mère Teresa qui est née à Skopje, dans ma ville natale, dont la famille aussi existe là-bas. Mais aussi qu'on a essayé de faire un système de la démocratie multiethnique qui est promis en 2001. Mais permettez-moi un peu de l'histoire. Je vais vous parler à travers les iconographies. La création de Yougoslavie, c'était
une soirée folle après la paix de Versailles. Et puis, il y avait la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale qui a montré déjà pour la première fois cette différence entre les croyances et les ethnies. La guerre entre les Serbes et les Croates, entre les orthodoxes et les catholiques. Puis il y a Tito qui s'est imposé comme leader et il a réussi d'intégrer la Yougoslavie en 1943. Donc le pays, il y a une définition très célèbre de Maréchal Tito de Yougoslavie. Il dit ce sont 6 républiques, 5 peuples, 4 langues, 3 religions, 2 alphabets cyrilliques et latins, et un État ou un parti ou une armée qui devrait couvrir tout ça. Pour améliorer, pour cimenter cette appartenance à cette, disons, fédération artificielle, on a utilisé beaucoup de ce qu'on a américains disent le soft power. Donc, d'imposer aux gens, d'homogénéiser ces gens, de penser unique, d'avoir une idée homogène sur ce qu'on appartenait. Donc, je ne suis pas d'accord avec le philosophe qui l'a dit dans le communisme, on coupait les pieds pour être tous égaux. Non, on a fait pire. On a changé l'esprit pour homogénéiser l'esprit. C'est ça qui s'est passé en Union soviétique, pas tellement en Yougoslavie. Pour unifier la Yougoslavie, Tito est devenu une iconographie. Dans chaque république, on a eu une ville qui s'appelait Titograd, Tito Veles, Tito Velenje, Tito Mitrovica, etc. Chaque place s'appelait la place de Maréchal Tito. Dans chaque usine, dans chaque ville, il y avait une usine qui s'appelait de Maréchal Tito, qui devrait marcher très bien, sinon c'est la responsabilité du directeur de l'usine. Ou dans les rues. Et la deuxième iconographie, c'était l'unité et fraternité. L'unité parce qu'on devrait se référer sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. L'unité, on a construit la plus grande route yougoslave, bien sûr avec l'aide des Américains, les plans de Marshall, etc., qui s'appelait l'autoroute de unité et fraternité. Et plein de choses de l'unité et fraternité, beaucoup des iconographies qui fonctionnaient et qui étaient, disons, assez importants pour les citoyens yougoslaves. Parce que même avec ces républiques, avec ces peuples, on est apparu un nouveau peuple qui s'appelait les Yougoslaves. Pendant les derniers recensements en 1981, il y avait à peu près 1 million de Yougoslaves. Donc, Tito est mort, puis on a eu la chute du communisme, et puis tout d'un coup, la Yougoslavie a commencé d'avoir des problèmes. Est-ce que c'était le problème des grands et ambitieux nationalistes? Parce que chacun dans l'histoire regardait l'avenir de son propre État à travers une grande Serbie, une grande Croatie, une grande Macédoine, une grande Bulgarie. Bulgarie n'était pas là, mais bon. Il avait chaque fois des ambitions de s'imposer sur l'autre peuple. Mais l'handicap yougoslave est que les peuples dans les républiques étaient de différentes religions. Bien sûr, avec la libéralisation, avec le multipartisme, aussi la religion s'est libérée. Tout d'un coup, on a commencé de construire les mosquées, les églises. En 20 ans, seulement en Macédoine, un pays de 2 millions, on a construit 160 églises. Déjà, il y avait et à peu près 130 mosquées. En 20 ans, un pays qui est très pauvre, qui a 30% de chômage et 30% de pauvreté. Et puis, mais le problème ne c'est pas ça. Le problème est que on a commencé d'affecter les gens
c'est vraiment été une bonne revanche de Dieu et d'Allah vis-à-vis Marx, avec l'apparition de toutes ces églises, mais aussi c'était un moment quand les gens ont commencé à se sentir un peu dans une situation d'agressivité. Chaque fois les hommes politiques inventés, on se référait sur les anciens mythes historiques. On a, comme dit Holbrooke, un ancien diplomate américain, les Yougoslaves ont créé plus de mythologie qu'ils pouvaient la consommer. On est entré dans la mythologie, copier toutes les villes. Il y avait une rivalité des iconographies. Vous voyez en même temps les clochers des églises ou les mosquées, ils commençaient de se concurrer. Vous voyez les lions des nationalistes macédoniens contre les aigles des Albanais qui habitaient là. Donc, chaque fois cette concurrence, bien sûr, aussi, ça se passe des choses intéressantes au Balkan. Il y a donc la guerre des Serbes, et je suppose que vous connaissez Samuel Huntington, qui a écrit ce célèbre ouvrage, le Shock of Civilization. Il a dit, il était inspiré par la guerre de Yougoslavie. La guerre en Yougoslavie au milieu des années 90. C'est-à-dire, c'était une guerre des religions. Les Serbes orthodoxes contre les Croates catholiques. Les Croates catholiques et les Serbes orthodoxes, mais bien sûr chrétiens, contre les Bosniaques en Bosnie. Les Serbes orthodoxes contre les Bosniaques de Bosnie, les catholiques croates contre les Bosniaques musulmans en Bosnie. Puis à Kosovo, c'était les Serbes orthodoxes contre les Albanais musulmans. En Macédoine, c'était les Macédoniens orthodoxes contre les Albanais musulmans. Donc on a eu un événement assez tragique. Et pour ça, il a conclu, voilà, le XXe siècle, ça sera une guerre des civilisations, une guerre des religions, pas une guerre d'idéologie comme c'était au XXe siècle. Et dans ce cas-là, il a fallu attendre. Je n'aime pas beaucoup de compliments pour l'OTAN, mais quand même, l'OTAN et la communauté internationale a aidé. D'abord en Bosnie, avec l'intervention, on a réussi à signer les accords de Dayton, les accords de Dayton pour créer en Bosnie un État qui était conçu de deux États, la Republika Srpska et la Fédération bosniaco-musulmane. Mais ce Dayton ne marche pas bien parce que la frontière qui était faite était sur la logique d'appartenance ethnique et religieuse, si vous voulez. Et pour cela, aujourd'hui, ce pays ne marche pas. La Macédoine, en 2001, avait une crise, c'était effet domino de Kosovo. Kosovo, ce sont les Albanais. Aussi, chez nous, en Macédoine, il y a 25% des Albanais qui ont vécu, qui étaient d'une façon plus discriminés parce qu'ils ne pouvaient pas aller aux facultés en langue albanaise. Donc il y avait les écoles, mais pas. Puis ils se sentaient discriminés parce que peu d'Albanais étaient présents dans l'administration. Donc il y avait une guerre qui a duré quelques jours, mais quand même, on a réussi à signer les accords d'Ohrid, là où est trouvé cette masque. Ohrid, c'est une ville historique où il y avait à l'époque 365 églises. Maintenant, c'est une ville multiethnique aussi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, mais maintenant, vous savez, c'est la migration, etc. Ce qui est important, on a signé les accords d'Ohrid qui a donné tous les droits donc, aux Albanais qui étaient discriminés de pouvoir aller à la faculté et de suivre, de s'exprimer en langue maternelle. Aussi, là où il y avait 20% des Albanais, l'administration aussi
deuxième langue, c'est l'albanais. Donc, on a commencé de monter cette démocratie multiethnique qui, pour l'instant, fonctionne mieux que celle de Dayton, parce qu'on n'a pas partagé le pays. Le pays est sauvé comme une entité, et finalement, on est dans une situation de dire, voilà, cet expériment peut-être va réussir. Bien sûr, vous avez toujours les hommes politiques très populistes. Le populisme est très populaire au Balkan, parce que ce sont les démagogues qui jouent avec les sentiments des gens, avec les sentiments religieux, les sentiments de pauvreté, les sentiments d'ethnicité, etc. Et le populisme, à partir de Hongrie, où il y a Orban comme le plus grand populiste, Serbie jusqu'à la Macédoine, Grèce, etc., est un facteur qui existe et qui est très dangereux pour toutes les démocraties. Pour l'instant, cette démocratie multiethnique fonctionne malgré le populisme. Je ne sais pas combien il me reste de temps, si j'ai dépassé 2 minutes. Ok. Pour conclure, donc, comment trouver, disons, comment trouver cette amitié, la coopération, la coexistence des différentes ethnies? Il faut trouver des iconographies qui nous unissent, comme la mère Teresa. Elle est d'une mère catholique albanaise et de son père macédonien. Elle est née à Skopje. Il faut plutôt développer une démocratie d'après les critères de Copenhague, d'après les critères de l'Union européenne. Parce que toujours sous l'impression, sous l'influence des hommes politiques populistes, le check and balance ne fonctionne pas. L'opposition est complètement isolée. Les hommes politiques ont une grande influence sur le pouvoir judiciaire. Les médias sont très contrôlés, et aussi la société civile est aussi sous contrôle de l'État. Donc il faut faire ça. Pour l'instant, après quelques scandales, je ne vais pas entrer dans les détails, avec donc l'aide de la communauté internationale, on va arriver à quelque chose qui sera mieux que ce populisme. Merci, messieurs, mesdames et messieurs, pour votre attention. Moi, je pense qu'aussi la France va dépasser ce populisme qui est en train de se naître et de se développer pendant ces élections qui vont se passer demain. Je vous souhaite encore une fois bonne année et qu'on se voit encore une fois. Merci. Au revoir. Professeur Nano Rogin, merci beaucoup. Écoutez, il doit bientôt partir, c'est pourquoi je vais exceptionnellement, si vous avez une ou deux questions pour lui maintenant, on peut poser des questions, parce que je pense qu'il ne restera pas jusqu'au bout de la session. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait poser une question sur les Balkans, sur la Macédoine? Tu as étudié en France, hein, c'est ça, hein? Tu as étudié à Sciences Po, voilà, c'est ça, c'est un ancien étudiant de Sciences Po. Voilà pourquoi il parle français, comme un Français. Bon, s'il n'y a pas de questions maintenant, écoutez, bon, il est encore là, réfléchissez, ça viendra peut-être avec le reste, avec les autres. Notre prochain intervenant est quelqu'un qui, vous connaissez peut-être, si vous étiez avec nous le 19 septembre, il a donné une très bonne conférence, ici même, dans cette salle, au moment du jour de la Journée internationale de l'ONU pour la paix. Monsieur Doudou Diène est le président du Conseil de l'Alliance internationale des sites de conscience. Il est le vice-président du Conseil scientifique international de l'Institut international de recherche politique de civilisation d'Edgar Morin. Il a été rapporteur pendant plusieurs années, rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance
Il a toute une longue carrière dans l'interculturel, l'interreligieux. Il a été directeur du département interculturel à l'UNESCO. Il a été directeur à New York. Il a énormément d'expérience et nous sommes très heureux de pouvoir l'inviter à venir présenter son message. Et je voulais vous dire quelque chose qui est très important sur lui aujourd'hui, c'est qu'il est né aujourd'hui, je ne sais pas combien d'années, mais c'est son anniversaire. Je ne donnerai pas mon âge. Hein. Secret. Voilà, merci beaucoup. Merci Jacques et Patrick de m'inviter. Moi, je les remercie parce que je crois que ce que je souhaite faire avec vous, c'est d'abord de dire d'où je parle. D'abord, je ne suis expert en rien, c'est-à-dire que je n'ai pas de parole scientifique ou de réponse finale à des questions complexes. Je parle d'abord d'où je viens. Je suis sénégalais, pays de tolérance. Je suis musulman soufi. Ma femme est chrétienne. Au Sénégal, l'archevêque du Sénégal, son frère est un imam. Ensuite, bon, j'ai fait l'UNESCO une vingtaine d'années où j'ai beaucoup appris. Et les droits de l'homme à l'ONU, et je viens de terminer comme membre de la commission d'enquête de l'ONU sur Gaza, les derniers conflits. Alors tout ça m'a nourri, j'ai appris. Alors ce que je voulais faire rapidement, vraiment, c'est que je voulais poser la question de la réflexion, la question intellectuelle. Parce que nous sommes dans un contexte où quelque chose d'extrêmement inquiétant a émergé. C'est que devant les événements graves, pour ne parler que de la France, que la France a connu depuis janvier, depuis le 13 novembre, on a entendu des personnalités françaises, les médias, dire il n'y a rien à expliquer, il n'y a rien à comprendre, bon, c'est du terrorisme, etc. C'est-à-dire que ce à quoi nous assistons, c'est un refus de la réflexion de ce que nous vivons. C'est-à-dire qu'on refuse aux gens la possibilité, la liberté, la capacité de penser ce qu'ils vivent. Et donc là, je crois que c'est là où se trouve peut-être l'échec le plus profond de l'élite française. Je parle de l'élite française. Elle en est arrivée à un stade où elle n'est plus en mesure de réfléchir et de penser son vécu et les problèmes auxquels elle fait face. Donc moi je dis que la priorité c'est de contribuer à l'urgence et à la nécessité de la réflexion. Je ne reviens pas sur ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui est derrière ce qui s'est passé? Que signifie, pour ne prendre que la France, ce qui s'est passé depuis plusieurs mois et plusieurs années, et le dernier le 13 novembre? Que signifie ce qui se passe en France? Que l'extrême droite soit aux portes du pouvoir, comme elle l'est dans la plupart des pays européens, c'est-à-dire un parti politique qui prône la haine religieuse, le refus de l'étranger, la discrimination ouverte et la violence verbale et physique. Qu'est-ce que cela veut dire? Je crois que aucun pouvoir ne peut nous empêcher de penser d'où ça vient. Quelles en sont les causes profondes? Alors moi, je vais partager avec vous les réflexions que j'ai, qui sont de moi, et peut-être d'autres, pour en débattre. La première question que je voulais poser, c'est dans quel contexte, quelles sont les grandes questions qui se posent dans le contexte actuel? Moi, j'en vois deux. Les grandes questions qui sont actuellement peut-être à la base de beaucoup de problèmes que nous vivons, c'est
la question de l'identité et la question de la sécurité. La question de l'identité d'abord, elle est centrale. Et quand vous lisez le Front National ou les partis de droite en Europe, le premier article de leur credo, c'est la défense de l'identité nationale contre l'invasion étrangère, musulmane ou bouddhiste. Donc l'identité nationale. Et c'est à partir de cette construction de l'identité que donc se développe toute la rhétorique et les plateformes politiques de ces partis politiques. Et donc, le premier point que je voulais poser, c'est que la France, comme les pays européens occidentaux, d'autres pays du monde aussi, traverse une crise identitaire profonde. C'est-à-dire que les vieux paradigmes de base des identités nationales, qui sont globalement trois, la race, la religion et la culture, autour desquels, historiquement, les pays ont construit, par un bricolage complexe, mais toujours un bricolage, des identités nationales qu'elles ont inscrites dans leur histoire nationale, enseignées dans les écoles, mises dans les consciences. Tous les pays l'ont fait, mais en Occident de manière extrêmement poussée et profonde. L'identité française, allemande, on sait que ce que l'identité française et allemande ont amené comme conflit grave, on sait que ce que la question identitaire a créé dans les Balkans. Et donc, là, il y a une crise identitaire. La cause de cette crise identitaire et la remise en question de ces trois paradigmes, race, religion et culture, ne vient pas du cosmos, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est dû au fait que un phénomène profond, c'est un des enjeux du contexte, il faut comprendre. Toutes les sociétés du monde, y compris les sociétés occidentales, traversent des dynamiques profondes de multiculturalisation. C'est-à-dire que ces sociétés qui se sont construites il y a très longtemps dans l'histoire, avec peut-être de petits groupes ethniques ou religieux ou autres, à travers l'histoire, ont été marquées par la diversité. Et cette diversité est le résultat de l'histoire et c'est quelque chose d'extrêmement profond. Et par exemple, pour ne prendre que les pays européens, quand vous les prenez toute la France, la Suisse et les autres, regardez en profondeur dans leur histoire, elles sont toutes marquées par des mouvements divers de populations qui, à un moment donné, se sont retrouvées dans un territoire, dans un village, un coin, là, et ont construit lentement, à travers ça, un pays, une nation. Et donc, le point important, c'est que l'histoire a fait que toutes ces sociétés sont lentement devenues plurielles. Pour ne prendre que les sociétés occidentales, françaises par exemple, la colonisation, la domination. Quand on domine quelqu'un, on finit par l'amener chez soi. Et lentement, la colonisation a été un facteur aussi qui a abouti à la multiculturalisation de la société française et d'autres phénomènes aussi. Mais le phénomène le plus profond de la multiculturalisation, c'est la globalisation du monde et l'immigration. Et donc, à partir de ces trois grands facteurs, les facteurs historiques de mouvement des populations, la question de la colonisation et des grandes dominations, etc., impériales ou autres, impériales, on le voit dans les Balkans, l'immigration moderne, toutes les sociétés sont devenues plurielles, multiples ethniquement, culturellement et religieusement. Voilà le fait de base. Ça, il faut absolument le comprendre. Et ce qui se passe, c'est que cette multiculturalisation a littéralement remis en question les vieilles identités nationales et leurs fondements. Tout simplement parce que les sociétés sont devenues plurielles, ethniquement, religieusement et culturellement. Et donc, nous sommes actuellement dans un contexte de ce que j'appelle l'accouchement de nouvelles identités plurielles, multiculturelles. Nous sommes dans ce processus. C'est un accouchement. Or, tous les accouchements sont violents. Nous sommes dans cette phase-là de violence. Tout simplement parce que les bases, les paradigmes fondamentaux de ces sociétés françaises, pour ne prendre que celles-là, sont profondément remis en question par ces dynamiques multiculturelles. Le facteur racial remis en question par la pluralité raciale et ethnique
de la population française. Le facteur religieux, parce que une nation qui s'est construite chrétienne, elle a brusquement vu l'islam prendre sa place, le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme depuis longtemps qu'on a ostracisé ici d'abord, rejeté au départ, accusé de déicide, etc. Et donc, mais elle s'était construite chrétienne. Et brusquement, elle se retrouve avec d'autres traditions spirituelles et de religion. Et culturellement, vous allez manger du couscous le soir, ou quand vous mangez des plats frites, ou écouter de la musique sénégalaise ou autre, etc. Culturellement, la scène culturelle française change. Et donc, voilà le deuxième fait fondamental. La remise en question de ces fondements culturels. Alors, troisième point important, cette crise identitaire a amené une réaction de peur et de défense de l'identité nationale. Et cette réaction de peur est traduite donc et instrumentalisée par des partis politiques et ensuite utilisée comme plateforme. Défense de l'identité nationale. Et on voit des hommes politiques et des intellectuels parler de race blanche, on revient, une arme basique. Chrétienne, il y en a qui disent qu'il faut défendre la France est une nation chrétienne, qu'il y en a qui ajoutent judéo. Et culturellement, on dit que oui, bon, la langue, etc. Et donc voilà le deuxième fait fondamental qui est un des éléments d'explication de la situation actuelle. La crise identitaire. Alors le deuxième point de fond, c'est la question de la sécurité. La question de la sécurité, elle est née du fait qu'il y a eu, dans l'ensemble occidental, la violence a toujours fait partie des politiques occidentales. Les guerres, pas seulement entre les pays voisins, etc., mais les violences internes ont toujours existé. Et en Europe et ailleurs, un des derniers troublants qui n'a pas été pensé, ce qui s'est passé à Srebrenica, il y a quelques années, là, il y a une dizaine d'années environ, où 8 millions de personnes, 8 000 personnes ont été massacrées en quelques jours, musulmans. On les a tués systématiquement, des femmes, des hommes et des hommes. On a liquidé, là, physiquement, l'élimination physique, comme on l'avait fait à l'époque nazie pour l'Holocauste. Et on a vu ce qui s'est passé en Norvège, où Breivik, un Norvégien blond aux yeux bleus, s'est levé un beau matin, a pris son arme, a massacré 70 jeunes soldats blancs, musulmans chrétiens, parce que son gouvernement, dit-il, était trop proche des musulmans ou était trop soft avec les musulmans et ne les combattait pas assez. Et donc, ce à quoi on a affaire, c'est qu'à partir de cette idéologie de défense de l'identité nationale, la violence a pris forme, une violence extrêmement grande, violence verbale, théorique, intellectuelle, idéologique, mais également physique. Alors, deuxième point que je voulais élaborer, le temps est court, c'est comment déconstruire cette montée de cette culture d'intolérance et de violence. Il y a trois mouvements profonds qui sont derrière tout ce que nous sommes en train de vivre. Le premier, c'est qu'à partir de cette crise identitaire, on a vu germer ce que j'appelle moi la légitimation intellectuelle. C'est-à-dire qu'on a vu des intellectuels qui ont écrit des travaux dans les universités ailleurs, qui ont construit des théories dont le fondement est le fondement d'un conflit entre ethnies, conflit entre religions. C'est là que se situe la thèse de Huntington sur le conflit des civilisations. Et thèse qui a eu ses avatars intellectuels ici en France, avec Bernard-Henri Lévy, avec Finkielkraut, avec d'autres gens, qui ont littéralement poussé l'idée qu'il va y avoir un conflit. Le conflit majeur dont ils ont parlé, c'est l'islam et l'Occident, mais derrière, on parle aussi d'un conflit ethnique, c'est-à-dire dans la défense d'une pureté nationale, raciale, etc. Et donc, ce point, il est capital de le comprendre. Il y a eu, pour répondre à la crise identitaire et à la peur des changements de la diversité, des
constructions intellectuelles extrêmement élaborées qui sont basées sur l'inéluctabilité d'un conflit. Et donc, on a théorisé les guerres civiles internes. Jacques me rappelle d'être plus bref. Je vais ramasser tout ça. Et donc, il y a eu une légitimation intellectuelle qui a pris sa profondeur dans les médias, dans les bouquins, dans les éditoriaux, dans la culture, dans l'éducation. Et littéralement a marqué les mentalités et les lunettes culturelles des Français comme des Européens. Le deuxième mouvement, c'est l'instrumentalisation politique de ces constructions intellectuelles. On a vu donc dans cette atmosphère de peur et aussi de globalisation, de peur économique, de crise, etc., lentement des partis politiques, d'abord d'extrême droite, utiliser ces constructions comme plateforme politique, mais comme ces partis gagnaient des voix, même les partis dits démocratiques ont lentement adopté le même agenda. Et donc, au cœur des plateformes politiques de la plupart des partis politiques se trouvent toutes ces questions de défense de l'identité, etc., de la peur, etc. Et donc, il y a eu une instrumentalisation politique de ces partis. Et c'est ce qui fait que ces partis-là, qui l'articulent d'une manière claire, sont actuellement au cœur des pouvoirs politiques. Et ça, c'est très grave. Et enfin, le dernier mouvement, c'est la violence. C'est-à-dire qu'à partir de la légitimation intellectuelle, l'instrumentalisation politique, la conséquence, c'est la violence idéologique, verbale, théorique, mais physique également, et légale. Alors voilà les trois mouvements. Alors je termine, Jacques, par dire que faire à partir de ça? D'abord, la première chose à faire, il faut le comprendre. Toute cette crise ne vient pas du cosmos, ce n'est pas des choses. On veut nous faire croire, ça fait partie de l'idéologie néolibérale, que tous ces phénomènes sont naturels. C'est ce que Fukuyama a dit en parlant de la fin de l'histoire. Il n'y a plus rien à expliquer. C'est évident, le marché est là, machin, etc. Non, tout cela a des profondeurs historiques, ce sont des constructions. Il faut les déconstruire et les comprendre pour les combattre. Et donc, pour retomber et conclure sur la question des réponses éventuelles que je suggère, la première réponse que je suggère, c'est donc de donner une grande priorité à ce front intellectuel, comprendre ce qui se passe, l'analyser pour le comprendre, pour le combattre. La deuxième chose maintenant, comprendre quels sont les enjeux. Le premier enjeu, c'est l'enjeu de la défense de la diversité, du pluralisme. Parce que tout simplement, les sociétés sont diverses. Et que si on ne trouve pas de réponse positive à la diversité, donc, si on ne promeut pas le pluralisme et ce qui est dit d'une manière forte, le point, le vivre ensemble, on crée la guerre civile à l'intérieur des sociétés. Et donc, ce deuxième point, il est absolument capital. Alors, troisième point de solution, comme la religion est devenue, à travers toute cette histoire complexe, un des enjeux de la crise identitaire, une des peurs liées au fait de la présence de certaines religions en Europe, etc. Les vieilles peurs qui viennent de la religion, du judaïsme comme de l'islam, même du christianisme ailleurs, la question religieuse doit être revisitée. Et donc, moi, ce que je suggère, c'est qu'il faut un nouveau paradigme pour le dialogue interreligieux. Et j'en propose, moi, simplement trois. La première, c'est que, bon, l'urgence du dialogue interreligieux, tout le monde est d'accord, parce que sans le dialogue interreligieux, les sociétés multireligieuses vont être en conflit permanent. Donc, il faut amener leurs différentes traditions spirituelles à se parler, à se comprendre et dialoguer. Alors, le premier point du dialogue interreligieux que moi je suggère, le nouveau paradigme, c'est qu'il faut déplacer le dialogue interreligieux de la question théologique, celle des vérités fondamentales, fondatrices des religions, de la Bible, du Coran, de la Torah, ces vérités singulières et premières. Il faut déplacer le débat de la théologie à l'éthique. La théologie des religions, on ne peut pas le débattre. Tout ce qu'on doit faire, c'est de connaître la théologie de l'autre. Quel est le message fondateur du judaïsme, de l'islam, du christianisme? Le connaître, le connaître.
on ne peut pas rentrer dedans et le débattre parce que ce sont des âges fondamentaux qui ne sont pas réducteurs à la raison ou à des débats. C'est des croyances. Et donc, déplacer le débat de la théologie à l'éthique. L'éthique, c'est chercher les valeurs communes de ces religions. Parce que quand on rentre même en profondeur dans les théologies, on se rend compte que toutes ont des valeurs communes. Elles parlent de non-violence, d'amour, de compassion, de fraternité, etc. Et donc, déplacer le débat vers l'identification ensemble de ces valeurs communes et de les mettre en œuvre dans chaque société. Le troisième mouvement qu'il faudrait faire, c'est de déplacer le débat interreligieux, c'est une suggestion, de l'idéologie aux droits de l'homme et à la démocratie. De l'idéologie, parce que ce qui domine le débat actuellement en Occident et ailleurs, c'est la lecture idéologique des événements, comme ce que Huntington a fait, ce que d'autres intellectuels français et autres font. Ils sont dans l'idéologie, dans les constructions théoriques totalitaires enfermées. Et ces constructions-là sont infinies, c'est des débats sans fin. Il faut déplacer le débat de là aux droits de l'homme. En ce qui concerne la religion, revenir aux fondamentaux des droits de l'homme, la liberté de religion, la liberté d'expression, etc. Et donc, les droits de l'homme et les pactes internationaux des droits de l'homme, élaborés pendant des siècles, des années, la Déclaration universelle des droits de l'homme, je termine Jacques, tous ces instruments qui sont des acquis fondamentaux depuis très très longtemps, contiennent des réponses extrêmement précises, des normes qui ont été mises au point par tous les pays membres et qui sont intégrées dans les législations nationales. Et donc, quand on amène la question aux droits de l'homme, on sait que c'est là qu'il faut se battre. Pour la liberté de religion, contre la discrimination, pour la promotion du vivre ensemble, contre la discrimination contre les femmes, pour la liberté d'expression. Toutes les réponses sont là. Il faut les mettre en œuvre. Alors, dernier point en conclusion. Le troisième mouvement qu'il faut faire maintenant, c'est créer les conditions pour la mise en application commune de ces valeurs communes. Amener dans chaque société française, sénégalaise, allemande et autres, toutes les valeurs qui ont été communes, qui ont été identifiées, non-violence, non-discrimination, égalité des femmes, de ceci, cela. Quand on les a identifiées ensemble, de les appliquer, de les mettre en œuvre dans leur quartier, leur nation, leur domaine, mise en œuvre commune des valeurs communes. Et donc, voilà ce que je suggère. Alors, en conclusion, désolé d'avoir été un peu long, je reviens sur un proverbe africain qui résume tout ça. Il y a un proverbe africain qui dit, dans la forêt, quand les branches des arbres se querellent, leurs racines s'embrassent. Les branches, c'est la diversité culturelle, ethnique. Elles peuvent se quereller. Parce qu'elles sont visibles, elles sont à l'extérieur, à cause du vent idéologique, tout ce qu'on veut. La solution n'est pas de couper les branches, n'est pas de couper la diversité religieuse ou ethnique. Si vous coupez les branches, vous tuez la société. Vous tuez l'arbre. Il faut aller aux racines qui s'embrassent. Les racines qui s'embrassent, ce sont les valeurs universelles. Ces valeurs communes dont on parlait, d'amour, compassion, égalité, non-violence. Et le défi, donc, c'est le tronc. Le tronc, c'est la société. C'est là qu'il faut faire remonter ces valeurs communes qui sont dans les racines qui s'embrassent. Le mot embrasse est très fort. Les traduire dans le tronc, la société, éducation, enseignement, communication, architecture, tout ce qu'on veut, pour ramener, pour que les branches restent branches, chacune dans sa vitalité, l'islam dans l'islam, le christianisme, le judaïsme, le noir, le blanc, le jaune, tous dans leur diversité, dans leur singularité, liés ensemble au tronc, à la société. Et donc voilà ce que je voulais donner en conclusion. Désolé d'avoir été un peu... Merci pour votre passion et aussi pour votre clarté. Et vous avez un esprit très clair et très stimulant. Merci beaucoup en tout cas pour cette stimulante présentation. On va passer tout de suite à notre prochain intervenant, de sorte que nous ayons le temps pour des questions. Vous en avez certainement. Donc on va demander à notre prochain intervenant, Monsieur Jean-Claude Félix Chikaya, sociologue, praticien, chercheur à l'IPSE, qui va nous parler sur l'urgence du changement de prisme et de paradigme par tous et par toutes en tant qu'artisan pour un monde de cohésion et de paix. Monsieur Félix Chikaya. Bonjour à toutes et à tous. J'abonde bien sûr dans le sens de la
des deux précédentes interventions. Mon Excellence vient de partir. Non, mais Mon Excellence, l'ancien ambassadeur, Mesdames, Messieurs, je pense qu'en tant que géostratège, je fais donc de la géostratégie, de la sociologie, mais je suis aussi praticien, donc j'interviens aussi bien dans les collèges, lycées et le haut niveau de l'enseignement supérieur et dans la société civile. Et aujourd'hui, on peut dire que la crise identitaire n'est pas seulement nationale pour la communauté nationale française ou supranationale pour l'Europe, mais elle est bien mondiale, et pas seulement sur le plan, entre guillemets, racial, pour ceux qui pensent que les races existent, ou une crise identitaire multiconfessionnelle, c'est-à-dire seulement pour ceux qui croient, mais aussi pour ceux qui ne croient pas. Nous sommes devant des crises auxquelles il va falloir répondre par l'invention et pas seulement par le rappel du passé à la rescousse de valeurs qui aujourd'hui ne paraissent plus opérantes et ne transcendent plus, jeunes et moins jeunes, pour ce que certains appellent à vivre ensemble. Moi, je n'essaye de ne pas avoir cette hypocrisie. Si on habite dans le 16e, on n'habite pas à la Courneuve. Si on habite dans le 16e, on n'habite pas à Washington ni à Singapour. Et c'est bien le monde qui a rendez-vous avec lui-même, mais chaque individu, avec ses prismes et ses paradigmes, donc aussi son éducation. Donc chaque famille est aussi interrogée sur la démocratisation de son fonctionnement intrafamilial. Je parle de la famille, papa, maman, ou papa, maman, maman. Moi, ça ne me dérange pas. Mais aussi les personnes qui vivent seules, ou les collectivités, en termes d'entreprise, mais aussi le monde politique, le monde économique, et la géostratégie démontre que nous sommes un monde interconnecté. Et pas seulement depuis la numérisation, pas seulement depuis l'apparition de l'ordinateur et donc de tout ce qui connecte les uns et les autres. Moi, je commençais déjà à déradicaliser des jeunes, j'en parlais à M. Jouan, des jeunes qui allaient vers tout type de radicalisation dans les années 80. J'ai fait rapport sur rapport. Des gens de droite et de gauche n'ont pas toujours pris très au sérieux les radicalisations auxquelles assistent les professeurs tous les jours. La discussion de l'autorité, ça devient un peu plus difficile dans chaque famille. Je parle de la première sphère de socialisation et la deuxième sphère de socialisation, c'est-à-dire l'école, et la troisième sphère de socialisation, l'espace public, mais le grand espace public, le monde. L'Afrique est aussi en pleine crise identitaire avec un S. L'Europe aussi est en pleine crise identitaire avec un S, l'Asie et autres continents. Donc on peut rappeler les valeurs, mais on a besoin de plus que des valeurs anciennes et les faire remonter telle la pulpe en remuant un jus d'orange 100%. Ceux qui partent, et j'ai connu des élèves qui sont partis, qui ne sont pas revenus, certains sont revenus, ils partent transcendés. Non par les valeurs qu'on veut remettre en ordre, mais est-ce que l'ordre mondial incite tous les êtres humains que nous sommes à adhérer, à intégrer cet ordre établi? Force est de constater que non. C'est pour ça que la crise identitaire est mondiale. Certains vont chercher un sens dans la religion et y trouvent des réponses, se construisent, deviennent ouverts ou non. D'autres dans la philosophie, d'autres dans l'amour, d'autres dans la rencontre, d'autres
dans la réflexion. C'est pour ça que, comme toi, Doudou Dieng, je suis d'accord sur l'injonction du Premier ministre qui nous demande de ne pas réfléchir. C'est impossible. C'est comme si on nous demandait de ne pas avoir peur du terrorisme. Il faut avoir peur de ce qui fait peur. Il faut avoir peur de ce qui enlève. Par exemple, en 2014, 38 000 personnes ont perdu la vie dans le monde à cause du terrorisme. 78% de ces victimes ont comme théâtre le Nigeria. Les autres pays, Syrie, Afghanistan, Pakistan. Donc les plus grandes parties des victimes du terrorisme sont musulmanes. Donc il y a un schisme. Donc il y a une guerre à l'intérieur du monde, des mondes musulmans. Et certains demandent de ne pas faire l'amalgame. Bien sûr qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Mais les terroristes font tout pour que l'amalgame se fasse. Donc on a rendez-vous avec nous-mêmes, chaque individu, chaque collectivité. Et c'est pour ça que le moment est grave. Mais qu'on ne peut pas ressortir les vieilles sauces, si vous me permettez, ce langage. Ça va sentir le réchauffer et ça ne va pas transcender ceux qui sont prêts. Celles et ceux qui sont prêts. Parce que les femmes partent, les familles partent. C'est un problème intergénérationnel. Toutes les catégories partent. Plus de 90 pays dans le monde veulent rejoindre Daesh et ceux qui ressemblent à Daesh. Les populismes montent dans le monde entier. Les populismes aussi africains montent. Certains parlent de remontée. Non, je pense que ce n'est pas leur remontée des populismes tels le nazisme ou autre. Je pense que nous assistons à de l'inédit aussi. Sur la force de frappe, sur les stratégies mises en place. Et c'est pour cela qu'il faut, justement, si on doit ressortir des choses, par exemple en France, la République est une et indivisible. Est-ce que dans une République une et indivisible, le mot diversité a uni toutes les composantes de notre nation? Est-ce que le mot minorité n'indique pas qu'il y a donc une majorité? Ce qui fait dire à certains que la race blanche aurait donc une prédominance sur les autres races. Je suis né à Paris, français, de mère martiniquaise. La Martinique est française depuis 1634, donc avant la Savoie. Et parfois, on me demande si j'ai un problème d'intégration, si j'ai un problème d'intégration. Mon père est congolais, est arrivé à 13 ans, mais avec son grand-père qui était vice-président du Palais Bourbon en France. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois des problèmes interculturels, des problèmes d'intégration, même si vous êtes là depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ne pas s'énerver si on nous dit qu'il y a des problèmes d'intégration. C'est spectaculaire, c'est vrai. Et il y a parfois des personnes qui sont là depuis 2 jours qui n'ont pas de problème. Qui dit intégration, dit aussi une dose d'assimilation, mais il faut aussi une inclusion économique, une réduction des économies, des inégalités. Et il est important d'accepter tout cela. Parce que le mot tolérance vous met sur un piédestal. Et si vous êtes majoritaire, vous allez vous croire supérieur. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire conférer seulement à la France. Moi, quand je vais dans mon pays, un de mes pays d'origine, au Congo, parce que le Sénégal, ma grand-mère est sénégalaise aussi, on me demande de quelle ethnie je suis. Si je regarde la Rousse, c'est peuple. Ethnie égale peuple. Je suis du peuple français, je suis de la population française. Et j'ai été insulté parfois, parce que ma mère est martiniquaise, par des Africains qui me disaient t'es un sale antillais, par des Africains t'es un sale antillais, et puis ou sale noir, ou ceci ou cela. Mais, qu'est-ce que j'ai fait en voyant tout cela? Au lieu de répondre aux invitations à faire plus de sport, plus de musique, je n'ai rien contre le sport et la musique. J'ai répondu plutôt à l'invitation à pousser la réflexion et à essayer de comprendre. Parce que j'ai bien vu que beaucoup, malheureusement, soit voulaient faire penser
que certains avaient un tropisme, donc une attirance pour le sport ou la musique, comme si le noir avait par exemple la musique dans le sang. J'ai beau regarder toutes mes analyses de sang, je n'ai jamais vu à l'intérieur le zouk ou la samba ou la salsa. Par contre, quand je m'intéresse à toutes ces musiques, telles le hip-hop, je vois que ce sont des musiques qui ont une fonction sociale, ou qui viennent dire qu'ils sont contents parce que c'est un mariage, ça célèbre un mariage, ou qui viennent dire qu'ils ne sont pas contents et qu'ils aimeraient que liberté, égalité, fraternité deviennent effectifs. Et ben moi je leur réponds que c'est un chemin. Que liberté, égalité, fraternité, c'est un chemin. La dernière fois que j'ai vu M. Aimé Césaire, avec qui je travaillais, il me dit « Bientôt, je vais partir. Vous allez avoir à travailler sur, pas seulement ce triptyque liberté, égalité, fraternité, mais liberté, fraternité, identité. » Il est parti. Quand il était là, personne ne voulait l'écouter. Pourtant, il a sorti des livres brillants, comme d'autres. Mais paix à son âme. Et le mot paix veut dire quelque chose dans votre organisation. C'est pour ça que M. Jouan et M. Marion, je vous remercie de cette invitation. Chacun doit être artisan et protagoniste de la paix. Dans sa famille, dans sa rue, dans son quartier. Mais je m'empresse de dire que les quartiers dits populaires, qui deviennent de plus en plus impopulaires, ne sont pas le chef-lieu, la maison mère, ou le lieu dit des Noirs et des Arabes. Il ne faut pas dénaturaliser la plupart de ces personnes qui sont de nationalité française, qui malheureusement donc ne savent plus qui ils sont, parfois, et vont seulement se remplir d'une composante identitaire religieuse, parfois idéologique, vers une branche qui malheureusement ne veut pas faire souche avec l'ensemble du monde. Je ne demande pas à mes élèves de connaître le Coran ou la Bible par cœur, parce que souvent on dit oui, mais les élèves ils parlent du Coran, mais ils ne connaissent pas le Coran par cœur. À 13 ans déjà, s'ils connaissent, ils apprennent leur leçon et leur devoir par cœur, c'est déjà mal. Demandez aux professeurs d'aujourd'hui. Donc ce à quoi j'appelle, c'est un changement de prisme et de paradigme, mais une réinvention, à une invention. Pas seulement de valeurs, mais aussi de droits nouveaux, de réduction des inégalités effectives, et pas seulement dans les discours. À des femmes et à des hommes politiques qui soient plus efficaces, à des rapports hommes-femmes qui soient plus égalitaires, ici et là, tous les continents, peu ou prou, et parfois de manière très problématique, sont concernés par les problématiques d'égalité. Ou parfois les dénonciations sont sélectives ou à géométrie variable. Ne soyez pas raciste avec moi, mais moi je peux ostraciser, je peux rejeter, je peux discriminer, mais ne soyez pas discriminant. Eh ben non. C'est pour ça que moi, j'appelle le droit et les nouveaux droits à remettre le monde debout. Chacun d'entre nous debout. Au moins avoir cette protection. Quand je suis arrivé, j'ai vu que la dame Smet appelait à l'amour de tous. L'amour est une construction. Le droit est une construction. Chaque année, chaque semaine, dans tous les parlements, conseils régionaux, demain on va voter, conseils généraux et autres, il y a des droits nouveaux qui doivent naître pour une meilleure connaissance de soi et de chacun. Dans le mot connaissance, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le mot naissance, à ne jamais oublier. Donc il y a une urgence de changement de prisme et de paradigme. C'était le titre. Nous sommes d'accord. Pas seulement en France, mais aussi dans toute la communauté humaine, dans toute la communauté nationale, cette communauté de singularité. Que chacun balaye devant sa porte, que chacun fasse un ragionamento, mea culpa, voir ce qui ne va pas, ne pas accuser toujours l'autre, voir et revoir et analyser, et parfois s'avouer ce qui ne va pas.
et parfois dire qu'on ne sait pas. Il est dur de savoir quand l'inédit est terroriste, quand l'inédit est terreur. Donc, non, parfois il faut dire non. La désobéissance fait partie aussi de notre Constitution. Monsieur le Premier ministre, vous ne voulez pas qu'on comprenne, qu'on réfléchisse. Eh bien, nos cerveaux collectifs vous disent le contraire. Et on voit bien que vous avez bien réfléchi avant de nous dire de ne pas réfléchir. Eh bien, nous, on va réfléchir. C'est une erreur de sa part. Surtout que devant de tels enjeux, nous sommes convoqués au tribunal de l'histoire. Et justement, on peut rappeler, oui, le nazisme, ceci, cela. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. En 2 clics, les gens, vous allez vous endormir, vous entendez une explosion au Nigeria, vous vous réveillez, une explosion en Libye, vous allez vous recoucher, une explosion en Belgique, vous partez en week-end, une explosion à Paris, on voit bien qu'il y a une interconnexion. Par contre, faisons tout pour que, à chaque fois qu'on se lève, et à chaque fois qu'on se couche, que chaque journée soit une journée où on a fait avancer le monde, soit sa famille, sa rue, son quartier, son pays, le continent et le monde. Merci pour votre cet élan du cœur quand vous avez parlé, et merci pour toute cette compréhension que vous avez des problèmes dont nous parlons. Nous avons donc tellement de temps, nous avons à peine 15 minutes. Nous voulons donc ouvrir la séance. Vous avez 2 personnes pour poser des questions. Posez des questions courtes, s'il vous plaît. Vous faites un commentaire très court, pas plus d'1 minute. Et s'il vous plaît, les intervenants aussi, répondez de façon courte, de sorte qu'on puisse avoir plus de chance pour les autres questions. Voilà. Première question. Ok, Didier. Alors, je vais m'adresser à M. Guienne. Guienne, pardon. Parce que j'étais d'accord avec les 2 autres interventions. Par contre, j'ai des désaccords profonds avec aussi bien son analyse que ses propositions. Alors, peut-être brièvement. Premièrement, parce que je vois le problème, enfin en tout cas en ce qui concerne la France, parce que je le vois plus comme une opposition entre la laïcité, une laïcité mal comprise, c'est-à-dire anti-religieuse, et le monde des croyants. Je vois là une opposition plus forte, à l'origine justement de l'exacerbation de l'extrême droite, plutôt qu'une opposition entre religions, et que donc au contraire, je suis d'accord pour qu'il y ait un changement de paradigme, mais la façon dont il le propose, elle est pour moi trop violente, parce que je pense que le changement de paradigme, dans quelque nation que ce soit, doit s'appuyer sur les traditions de ce pays. Il ne me viendrait, j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu au Japon, il ne me viendrait jamais à l'idée de bouleverser les traditions de ces pays qui sont très différentes des nôtres. Et mon effort quand je vis dans un pays à l'étranger est d'abord de m'adapter à la culture existante, de comprendre les gens, et seulement après de éventuellement travailler à des changements, mais qui ne peuvent être que très progressifs. Et donc, je pense qu'on ne peut pas... le fait que la France ait des racines judéo-chrétiennes, c'est un fait, et qu'on ne peut pas sauter là-dessus. On ne peut pas dire, bon, maintenant c'est devenu multiculturel. Donc, l'aspect culturel, il n'y a pas trop de problème, je dirais, à la question du... En fait, les grosses différences viennent à partir du plan culturel. S'il n'y a pas les différences sur le plan culturel, les différences religieuses ou les questions de race ne vont pas se poser. Donc pour moi, le problème, il est essentiellement au niveau de la culture.
qui s'est basé. Et ça, il parlait de l'exemple des racines, et dit justement, il ne faut pas toucher aux racines. Alors, et à ce moment-là, les branches peuvent bien se développer. Ok, merci. Monsieur Doudien, vous voulez répondre